Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo. Donc dans cette capsule, on va particulièrement étudier les équilibres acido-basiques. C'est une capsule qui est un peu plus courte que les autres, mais extrêmement importante pour vous autres étudiants en soins infirmiers. Alors on va vraiment, dans cette capsule-là, réintégrer ce que vous avez étudié au niveau du système respiratoire et du système urinaire. Donc en fait, la vraie question, c'est de savoir comment on fait au niveau de votre organisme pour maintenir le pH sanguin à un niveau normal. Donc, on va voir qu'il y a plusieurs façons de compenser et que les deux systèmes, urinaire et respiratoire, vont travailler ensemble pour maintenir tout ça. La quinzaine de diapositives que je vais vous présenter dans cette capsule-là, en fait, il faut faire attention parce que mon objectif ultime, c'est en fait la dernière diapositive. Vous allez voir, on va faire une espèce d'exercice avec des valeurs clinique et à partir de cette valeur, vous allez devoir être capable éventuellement de me dire quel est le problème chez le patient, est-ce qu'il compense ou non. Mais pour y arriver, je vous dirais que tous les autres diapositives, en fait, c'est des concepts un peu qu'on va voir à gauche et à droite, un petit peu comme un casse-tête. Hein, qu'on va voir les différents morceaux et ça fera peut-être pas nécessairement de sens au début, mais c'est vraiment à la fin qu'on va réassembler tout le casse-tête. Et en bout de ligne, si vous êtes capable de réaliser les exercices à la fin de la capsule, bien, les autres diapos deviennent moins importantes. C'est vraiment pour vous amener vers cet objectif-là. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête pour cette matière-là. Donc, première des choses ici, petite intro de base. Quand on vous parle de l'équilibre acido-basique, on fait référence évidemment aux substances acides et basiques. Donc, petit rappel dans l'encadré, on le dit souvent au cours de la session, si j'ai une augmentation de d'ion hydrogène, d'H+, ça diminue le pH. Exemple, on pourrait avoir un pH de 2, 3. Et on parle ici d'un cas où on est dans une situation où on est plus acide. Et à l'inverse, on peut être plus alcalin si le chiffre du pH augmente, exemple un pH 10. Et dans ce cas-ci, ça veut dire qu'on a une faible concentration d'hydrogène. Okay? Donc ça, il faut garder ça en tête, évidemment. Et le petit schéma ici, c'est pour vous faire réaliser que les situations de la vie courante vont affecter le pH sanguin. Donc, pour se maintenir en santé, le pH normal chez une personne, c'est entre 7,35 et 7,45. Vous le savez, je le dis souvent, j'aime pas beaucoup faire apprendre les chiffres par cœur, mais ça, c'est très important. Pour moi, c'est un signe vital qu'il faut savoir, un peu comme la température corporelle de 37 degrés Celsius. C'est important de le savoir par cœur. Évidemment, ça vous permet de détecter s'il y a une fièvre, hyperthermie, hypothermie. Mais c'est un peu la même chose. Donc, il faut comprendre qu'un patient qui n'est pas entre ses valeurs en termes de pH sanguin, il y a un déséquilibre. Donc, exemple, si je suis à 7,3, c'est un pH qui est plus petit que le 7,35. On va parler d'un problème d'acidose. On verra tantôt, il y en a différentes sortes. Il y a deux types d'acidose, en fait, qu'on verra tantôt. Mais pour l'instant, acidose, donc un patient qui souffre d'acidose, c'est que son pH sanguin est plus faible que 7,35. Et s'il souffre d'alcalose, c'est que le pH est plus élevé que 7,45. Donc, la norme est entre les deux. Et je rouvre une parenthèse déjà. Souvent, vous avez des notions de chimie. Donc, pH 7, c'est neutre. Puis là, si je vous dis quelqu'un qui a un pH de 7,1, d'un point de vue chimique, vous dites, ben, le sang est neutre. Et vous avez raison. Mais d'un point de vue biologique, on va parler quand même d'une substance. En fait, on dit que le sang est trop acide, il est en acidose. Et ça, il faut faire attention parce que c'est faux d'un point de vue chimique. Mais d'un point de vue biomédical, ça veut dire que le pH est trop acide pour se maintenir en santé. On commence à avoir des problèmes biologiques à un 7,1, 7,2 exemple. Donc, aussitôt qu'on est plus faible que 7,35, on tombe en état d'acidose. 6,9, c'est une acidose sévère. Là. Donc, déjà, 7,1, on ne veut pas ça. Et pourquoi c'est dangereux? Ben, ça peut dénaturer. Un pH acide va déplier les protéines, donc ce qu'on appelle la dénaturation. Ça peut être des enzymes, les hormones, peu importe, certaines hormones en fait. Et ce qui arrive, c'est qu'elles ne seront plus capables, ces protéines, d'accomplir leur fonction, ce qui peut entraîner la mort si ce n'est pas contrôlé. Les alcaloses, donc les différentes sortes d'alcaloses, même chose. En haut de 7,45, vous êtes à 7,5, 8, c'est un alcalose sévère, évidemment. Mais dans ce cas-ci, ça amène d'autres problèmes également qui peuvent conduire à la mort. Donc, c'est extrêmement essentiel de rester entre ces valeurs-là. Deuxième chose, je vous disais tantôt que la petite figure ici illustre la situation de la vie courante. Donc, ça, c'est une question intéressante. Comment ça se fait, exemple,
tous les jours, vous mangez, hein, mettons, vous mangez, vous êtes un fan de citron, de lime, d'orange, des agrumes qui sont des aliments très, très acides. Comment ça se fait que quand vous mangez des acides, après digestion, on s'attend qu'il y ait une concentration d'hydrogène plus élevée, hein, parce que les acides, peu importe leur nature, les acides, qu'est-ce qu'elles font? C'est des substances qui augmentent la quantité d'ions hydrogène. Donc, si vous mangez des acides, ça augmente la concentration d'hydrogène. Si vous mangez des aliments qui sont plutôt alcalins, ça va diminuer la concentration d'hydrogène. Mais la question que j'allais vous demander, c'est la suivante. Comment ça se fait que si vous mangez des agrumes, des citrons, etc., puis qu'on augmente la concentration d'hydrogène, comment ça se fait que le pH reste stable? On devrait s'attendre à un pH plus acide si vous mangez des acides. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est que les différentes situations ici font en sorte qu'on a des mécanismes compensatoires qu'on va étudier bientôt qui vont permettre de limiter les variations de la concentration des ions d'hydrogène, donc empêcher les variations de pH pour s'assurer qu'on reste toujours, donc, entre les valeurs normales. Je vous parlais de l'alimentation. Il y a également le système respiratoire. Votre fréquence respiratoire va faire en sorte qu'on peut directement affecter la présence d'un acide carbonique qu'on appelle. On verra ça en détail éventuellement, mais si on respire plus vite ou moins vite, donc ça va affecter la concentration de CO2. Et ça, c'est bien important de comprendre. Là, pour l'instant, un lien rapide, il manque de détails, mais quand même, si j'augmente la quantité de CO2, dites-vous, ça augmente la quantité d'hydrogène. Pourquoi? On verra tantôt que le dioxyde de carbone, le CO2, peut réagir avec l'eau qui est dans votre corps, H2O, et une réaction chimique qui fait en sorte que le CO2, en réagissant avec l'eau, va produire des acides, un acide carbonique en fait, et l'acide carbonique, comme tout autre acide, va libérer des hydrogènes. Donc là, c'est un raccourci intellectuel, mais c'est quand même très important de garder ce raccourci intellectuel en tête, en ce sens où peu importe la situation qu'on va vous enseigner, que vous allez voir comme sur le plancher quand vous allez travailler, peu importe la pathologie, si vous voyez que la condition médicale du patient fait en sorte qu'on augmente le CO2, dites-vous, le premier réflexe à avoir, c'est qu'on va augmenter la quantité d'hydrogène, on augmente la quantité des acides, donc d'hydrogène, et c'est un risque d'acidose. L'inverse est également vrai. On peut diminuer la quantité de CO2, diminuer la quantité d'hydrogène, risque d'alcalose. Donc, la fréquence respiratoire est un facteur aussi qui va modifier les ions d'hydrogène. Le travail des reins aussi pour la sécrétion et réabsorption de certains ions, les ions bicarbonate qu'on verra, on a déjà parlé, mais on les verra en détail tantôt, les hydrogènes directement, va modifier également. Alors, toutes ces situations font en sorte qu'on va avoir un impact sur la quantité ou la concentration des hydrogènes, ce qui va modifier le pH 24 heures sur 24. Donc, on a évidemment des mécanismes compensatoires qui vont s'adapter pour limiter ces variations-là et s'assurer qu'on reste entre les normes. Substances tampons, on va en parler un peu plus en détail tantôt, mais c'est des substances chimiques que vous produisez. Justement, donc tu as des substances chimiques, tu as des organes, en fait, le système respiratoire et le système urinaire qui va agir comme système tampon également. Donc, peu importe que ce soit une substance chimique, que ce soit le système respiratoire ou urinaire, quand vous voyez le mot tampon, dites-vous que généralement, c'est une substance qui va limiter les variations de pH. Okay? Donc, limiter les variations de pH. Ce n'est pas un acide, ce n'est pas une base. En fait, une substance tampon, c'est une substance qui a à la fois la capacité d'agir comme un acide ou à la fois, on est capable pour la même substance réagir comme une base. On pourrait dire ça comme ça pour l'instant. Mais peu importe comment elle se comporte, c'est que si vous mangez, exemple, des citrons et que vous avez trop d'hydrogène ou modification de la fréquence respiratoire ou encore vous avez un problème métabolique quelconque, peu importe, vous avez une accumulation d'hydrogène qui fait en sorte qu'on s'en va vers un état d'acidose. Donc, on a dans le corps des substances tampons qui vont empêcher cette variation d'hydrogène. Et c'est vrai pour les substances acides, c'est vrai pour les substances alcalines. Donc ça, on va en parler beaucoup, parce que, en fait, ces substances-là, exemple, les ions bicarbonate, c'est des substances tampons, vont nous permettre de contrôler tout ça. On va parler beaucoup des poumons également et des reins, parce que c'est les deux organes qui vont permettre
également, avec les substances tampons, de réguler, de contrôler l'équilibre acido-basique, donc le pH, en d'autres mots, contrôler la quantité d'hydrogène. Essentiellement, dans votre corps, il y a deux types d'acides. Donc, dans votre livre, on parle d'acide volatile ou fixe. C'est correct, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. En fait, ce que je veux que vous réalisiez, c'est que les acides volatiles, c'est les acides qui sont causés par la production ou l'augmentation de CO2. Donc, volatile, en fait, c'est surtout en lien avec le système respiratoire. Donc, il y a des acides uniquement associés au système respiratoire. Et ces acides-là sont directement produits par le CO2. Je l'ai dit tantôt. CO2 réagit avec de l'eau et va produire des acides carboniques. Les acides fixes, en fait, c'est tous les autres substances acides possibles, sauf le CO2. Okay? C'est ça qui est plus facile à retenir. C'est de cette manière-là, moi je vous demande de le retenir. Donc on va parler souvent de métabolisme, d'acide métabolique ou fixe. Donc c'est en fait tous les autres acides qui ne sont pas produits par l'aspect respiratoire, donc gaz respiratoire CO2. Les exemples qu'on vous donne ici, si vous faites l'exercice, exemple le métabolisme associé à la production de l'ATP, il y a certaines voies chimiques qui produisent l'acide lactique. On peut faire un peu d'ATP avec cette molécule-là, mais c'est un acide, donc évidemment ça augmente la production d'hydrogène et ça pourrait produire un acidose si on a des quantités trop importantes ou si on n'élimine pas ou si on n'a pas de substance tampon pour contrôler les hydrogènes. Les corps cétoniques, donc qui viennent du métabolisme des graisses ou des protéines, donc si vous voulez faire de l'ATP, de l'énergie en fonction des graisses, des acides gras pour être précis, ou encore à partir de certains acides aminés, c'est possible de faire de l'énergie sous forme d'ATP. Par contre, on produit des corps cétoniques qui sont en fait, on dit corps cétoniques, mais c'est des molécules acides, des acides cétoniques, qui vont contribuer aussi à augmenter la production d'hydrogène ou diminuer votre pH. Donc, ça pourrait produire aussi une acidose. Donc, ces acides-là sont produits par des réactions chimiques. C'est pour ça que je parlais de métabolisme. Et si vous trouvez d'autres acides, éventuellement au cours de votre deck, ben c'est sûr que c'est des acides fixes associés au métabolisme. Le seul qu'on considère respiratoire, c'est le CO2. Maintenant, je reviens aux acides volatiles associés au système respiratoire, CO2. Ce n'est pas un acide en soi, le CO2, je l'ai dit tantôt, c'est un gaz respiratoire. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va réagir avec de l'eau pour produire de l'acide carbonique. Et c'est l'acide carbonique qui libère les hydrogènes, en fait, comme tous les acides. Donc, cette réaction chimique-là illustre, sous forme d'équation, ce que je viens de vous dire. CO2 réagit avec l'eau dans votre plasma, dans vos cellules, peu importe, donc l'eau qui est contenue dans votre corps, et il y a une réaction chimique qui va se faire. Donc, l'oxygène qui est ici vient s'additionner au CO2, ça me fait un O3. Le carbone est toujours en place, et le H2 vient s'ajouter, donc ça me fait un acide carbonique, ou, si vous préférez, sous sa formule chimique, H2CO3. C'est ça l'acide carbonique. Ce que je viens de vous dire, tantôt je parlais de raccourci intellectuel, je vous disais que CO2 augmente la quantité d'hydrogène, ce qui est faux en fait. La vraie réalité scientifique, c'est que le CO2 réagit avec l'eau et produit un acide carbonique qui, lui, va libérer des hydrogènes, ce qu'on voit ici. Donc, l'acide carbonique peut se dissocier en hydrogène. Donc, ça, ici, on va augmenter le pH. On va diminuer le pH. Le pH va être plus acide. Mais en même temps, je perds un hydrogène et ce qui me reste, H2, donc j'en ai un ici, et celui qui me reste va faire un HCO3-, qui est un ion bicarbonate. On verra tantôt à quoi ça sert. On en a déjà parlé dans d'autres capsules, mais on y reviendra tantôt. Parfait. Maintenant, je suis conscient que quand vous allez travailler, ça se peut que vous ne vous souvenez pas de cette grande équation-là. Je vous demande de savoir pour l'examen, je vous demande d'être capable de vous débrouiller. Mais ce qui est vraiment essentiel, le raccourci, même s'il n'est pas vrai scientifiquement, peut vous dépanner pour le travail, juste à réfléchir rapidement. Ah oui, OK, CO2 augmente, j'ai plus d'hydrogène, problème d'acidose. Déjà, vous êtes orienté vers la bonne direction. Puis là, vous remarquez qu'on a une double flèche ici. C'est donc des réactions réversibles. Je peux aussi bien passer sous forme d'acide carbonique comme ça et m'en aller vers les ions bicarbonate, mais je peux aller en sens inverse aussi. Et c'est un peu ça qu'on va voir en détail tantôt avec cette réaction-là.
qui va nous permettre, on appelle ça un système tampon, parce qu'on va pouvoir soit libérer des hydrogènes si c'est nécessaire, ou au contraire de les capter pour revenir sous forme d'acide carbonique pour les diminuer. Donc en allant dans un sens ou dans l'autre, vous allez voir tantôt qu'on arrive à réguler comme ça la concentration d'ions hydrogène et par le fait même le pH. Donc en résumé, quand je suis au niveau respiratoire avec le CO2, réagit avec l'eau, fait un acide carbonique, libère des hydrogènes et des ions, mais on libère des hydrogènes, ce qui va acidifier, en fait, le sang, par exemple. On peut faire la réaction inverse, si nécessaire. Donc, c'est la façon qu'on va contrôler une augmentation, une diminution de pH en favorisant cette réaction chimique-là dans un sens ou dans l'autre. Probablement, ce n'est pas super clair pour l'instant, c'est correct. On va clarifier ça éventuellement au cours de la capsule. Au niveau des acides fixes ou métaboliques, oui, bon, je vous parlais de l'acide lactique, acétonique ou peu importe la réaction chimique qui produit un acide. En fait, c'est tous les acides sauf le carbonique, hein, c'est ça les acides fixes. Comment on va faire pour compenser? Bien là, c'est plus les poumons, c'est les reins. Parce que je ne l'ai peut-être pas dit clairement, vous l'avez probablement lu entre les lignes, mais les acides volatiles avec le CO2, c'est les poumons. Hein, c'est en rouge ici, c'est le système respiratoire qui contrôle ça en favorisant la quantité de CO2. Donc, je conserve le CO2 ou je l'élimine par expiration ou en ralentissant l'expiration. Donc, évidemment, si j'ai plus de CO2, je favorise la création d'acide carbonique et d'hydrogène. Mais si j'élimine plus de CO2, je vais faire l'inverse. Donc, c'est vraiment les poumons qui vont contrôler la production d'acide carbonique dans votre corps en contrôlant indirectement la quantité de CO2. Maintenant, comment on fait pour contrôler les acides métaboliques? C'est les reins. Et on fait seulement une chose avec le système urinaire, si vous vous en souvenez. Soit je contrôle les ions hydrogène, je les sécrète, donc je les élimine dans l'urine si je veux les diminuer, si j'en ai trop. Mais je peux aussi les réabsorber si j'en manque. Et il y a les fameux ions bicarbonate ici, qu'on voit, que j'ai encerclé tantôt. Donc, je vous disais que les ions bicarbonate diminuent la quantité d'hydrogène dans le sang. Pourquoi? Bien là, on le voit ici sur l'équation. Pour chaque ion HCO3- qu'il y a ici, on va être capable de les neutraliser, retirer un hydrogène. On l'additionne pour revenir sous forme d'acide carbonique. Donc, il y a vraiment un équilibre qui se fait entre les deux réactions. Et les reins, comment ils vont favoriser cette réaction-là? Bien, soit qu'on sécrète, on élimine donc les HCO3-, on les conserve. Si j'élimine les HCO3-, il va en rester beaucoup moins ici. Donc, ça va être plus difficile de neutraliser les hydrogènes. Si j'ai plus d'HCO3- parce qu'ils sont dans l'urine, bien, la réaction dans ce sens-là ne se fera plus. Donc, on favorise l'accumulation d'hydrogène. Si au contraire, je réabsorbe, hein, si les reins réabsorbent les HCO3- et on les conserve, bien là, on va favoriser cette réaction-là et on va retirer les hydrogènes pour les remettre sous forme d'acide carbonique, ce qui va me permettre, en fait, de remonter le pH pour avoir un pH plus alcalin. Donc, exemple, si le pH est trop acide, les reins s'arrangent pour avoir une plus grande quantité d'HCO3- pour neutraliser ces hydrogènes-là. Si le pH est trop alcalin, on élimine les HCO3- dans l'urine pour favoriser, en fait, la présence d'hydrogène comme ça, d'ions hydrogène pour garder un pH un peu plus acide. De toute façon, on va avoir la chance tantôt de revoir ça en détail, la mécanique. Et simplement pour résumer, finalement, en 3 mots, pour que ça soit clair, 2 types d'acides, les respiratoires, qui sont contrôlés, en fait, qui sont produits par la quantité de CO2. Donc, plus que j'ai de CO2, plus je fais d'acide carbonique et plus j'aurai d'hydrogène. Moins que j'ai de CO2, moins j'ai d'acide carbonique, moins j'ai d'hydrogène. Donc, comment on fait pour contrôler le CO2? Bien, on augmente la fréquence respiratoire, on la diminue. C'est donc les poumons qui contrôlent la production de ces acides. Alors que les acides fixes, qui sont issus de l'alimentation, du métabolisme, de la production de certaines molécules chimiques suite à différentes réactions, c'est les reins qui contrôlent ces acides-là. Ils ont juste 2 façons de faire. Évidemment, là, on n'est plus en termes de fréquence respiratoire, on est en termes de réabsorption ou sécrétion. Soit j'élimine les HCO3- et puis les hydrogènes, soit que je les réabsorbe, dépendamment de ce qu'on veut faire. Ici, on vous présente quelques concepts clés pour comprendre le reste de la capsule. Concepts que j'ai déjà parlé précédemment, donc je vais passer plus vite sur certains que j'ai déjà vus et prendre un peu plus de temps pour ce qui est nouveau. Donc, les 2 termes en rouge, extrêmement importants. Je l'ai dit d'une autre manière tantôt, mais il faut comprendre que dans votre corps, il y a juste 2 organes contrôler votre pH sanguin. Il n'y en a pas d'autres. C'est vraiment les reins et les poumons. Donc, les poumons, on vous disait ici, servent à réguler les effets associés à l'acide carbonique. C'est correct, mais c'est surtout, en fait, comme je disais tantôt, on contrôle par la fréquence respiratoire le CO2.
Donc, évidemment, plus j'ai de CO2, plus j'ai d'acide carbonique, exemple, ou relation inverse, comme on l'expliquait tantôt. Donc, c'est comme ça qu'on va ajuster. Les reins, eux autres, ben, comme j'ai dit tantôt, on contrôlait la quantité d'hydrogène ou d'HCO3-, soit en les sécrétant ou en les réabsorbant. Ce qui est vraiment important et qui est nouveau, c'est le dernier point ici. Donc, généralement, le pH sanguin est beau. Il y a des variations. S'il y a des variations, ben, on va compenser. Mais souvent, ce qu'il faut réaliser dans un cas de pathologie, exemple avec un patient, c'est que si on a un problème dans un système, c'est l'autre système qui va compenser. C'est toujours l'inverse. En d'autres mots, si vous avez une maladie respiratoire, une MPOC, exemple, qui affecte la fréquence respiratoire, qui affecte la quantité de CO2 qui va être dans votre organisme, ça va amener un débalancement. Donc, ça peut être un problème d'acidose, d'alcalose respiratoire, donc un problème de pH sanguin causé par les poumons. Donc, la façon de compenser, c'est d'aller vers l'autre système, qui dans ce cas-ci sera les reins, et la façon de compenser, ça sera tout simplement en sécrétant ou en réabsorbant les hydrogènes ou HCO3-. On ne peut pas faire autre chose. À l'inverse, si on a un problème d'insuffisance rénale, une infection urinaire qui dégénère, par exemple une bactérie qui est dans l'urètre et qui remonte les voies vers l'urétère et les reins, puis que les reins ne font plus le travail, et on a de la misère à réabsorber ou à sécréter l'hydrogène ou HCO3-, ou au contraire, on les sécrète trop ou pas assez, ou peu importe, ça amène un débalancement du pH aussi. Et dans ce cas-ci, pour rétablir la situation, ça va être les poumons qui vont ajuster la fréquence respiratoire. Et ça, c'est vraiment important ce que je viens de dire parce que, vous allez voir éventuellement, je vais vous l'expliquer encore plus, mais ce qu'il faut réaliser, c'est pas parce que, exemple, la fréquence respiratoire d'un patient augmente que c'est nécessairement un problème. Ça peut être un problème, donc un problème neurologique, exemple, ou peu importe, et qui amène un problème d'acidose ou d'alcalose. Mais ça peut être aussi une façon de régler un autre problème. Une augmentation de fréquence respiratoire peut juste être une méthode pour compenser le problème qu'on a au niveau des reins. Et si vous rentrez dans une chambre éventuellement, puis le patient est en hyperventilation, votre premier réflexe, c'est de se dire, OK, il y a quelque chose d'anormal, et ça, je suis d'accord avec vous. Maintenant, est-ce un trouble respiratoire qui amène un débalancement du pH sanguin? C'est possible. Mais c'est aussi possible que le dérèglement du pH sanguin est causé par un problème, exemple, des reins, et que les poumons essaient juste de compenser. Et ça, c'est vraiment important ce que je viens de dire, parce que quand vous allez arriver dans la période d'exercice à la fin, qui est mon objectif ultime, comme je le disais tantôt, bien, c'est ça la grosse confusion pour vous. Vous regardez un dossier, vous avez des valeurs cliniques qui sont anormales dans les deux cas, au niveau des poumons, exemple en termes de CO2, puis en termes d'HCO3- pour le métabolique. Et là, vous dites, mais là, les deux sont anormales. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plein de problèmes. Bien, en fait, peut-être pas. C'est peut-être juste qu'il y a une valeur anormale parce qu'on essaie de régler le problème de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention, savoir être capable éventuellement d'identifier le problème et de déterminer finalement s'il y a une compensation ou non. Parce qu'une façon très simple de dire, imaginez-vous un patient qui a fumé toute sa vie et qui fait de l'emphysème sévère, les poumons ne fonctionnent pas, on a un débalancement au niveau du CO2, des acides carboniques, donc du pH, mais si les reins fonctionnent bien, bien, ils vont pouvoir compenser, puis peut-être même qu'il va être chez lui, puis la compensation est tellement efficace qu'il ne se rendra pas compte. Par contre, si la compensation devient moins efficace, bien, c'est possible qu'il y ait un débalancement du pH, file moins bien, puis il est hospitalisé. Maintenant, je reprends mon gars avec l'emphysème, qui a fumé toute sa vie, puis qu'à 50 ans, il fait de l'emphysème sévère. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Malchance, il y a une infection urinaire qui remonte au niveau des reins, puis les reins ne font pas le travail. Bien, c'est évident que cette personne-là est beaucoup plus à risque que quelqu'un qui a juste un problème de poumon. Parce que dans ce cas-ci, non seulement il y a un trouble au poumon, mais il n'y a même plus les reins pour pouvoir compenser. Donc, lui, il y a un débalancement sans compensation. Alors que l'autre, avec une certaine compensation, bien, il va peut-être pouvoir se tirer d'affaire. C'est évident que ça dépend toujours de la qualité de la compensation. Un patient de 88 ans, la compensation, les mécanismes compensatoires sont certainement moins efficaces. Donc, s'il compense à 20%, c'est peut-être insuffisant ou moyennement efficace par rapport à un jeune de, je ne sais pas moi, 20-25 ans qui compense à 100%. Donc, évidemment, c'est pas toujours noir ou blanc, ça peut être gris. Mais l'idée, c'est si les deux systèmes sont touchés, bien là, on est plus dans le trouble. C'est plus sévère. C'est un patient qu'il faut surveiller avec attention parce qu'évidemment, lui, son débalancement, que ce soit une acidose ou une alcalose, il n'y a aucun moyen naturel, si vous voulez, biologique de rétablir la situation. 4 prochaines diapos pour vous présenter
les types de débalancement auxquels on va faire face, les principaux, les plus importants, là, donc les situations courantes qui peuvent amener une acidose ou une alcalose. Et plus tard, après ces 4 diapos-là, je vais vous montrer comment on va compenser pour essayer de rétablir la situation. Donc, dans un premier temps, ici, on vous montre, donc on vous parle des reins. Alors, on est au niveau des acides qu'on disait fixes ou métaboliques. Donc, on est vraiment ici dans des cas qui vont amener des acidoses qu'on dit métaboliques, ou des alcaloses métaboliques, donc qui impliquent les reins, qui impliquent les substances chimiques produites par le métabolisme, contrairement aux acidoses ou alcaloses respiratoires, qui sont des débalancements associés au CO2, un surplus ou un manque de CO2. Donc, je commence ici avec les reins. On vous parle d'une situation où on augmente les hydrogènes, donc c'est une situation d'acidose, parce qu'on a trop d'hydrogène, ça fait un pH sanguin acide, et on va parler toujours d'acidose métabolique quand on est au niveau ici des reins ou des substances chimiques, comme je le disais tantôt. Si vous ne voyez pas CO2, c'est métabolique. C'est aussi simple que ça. Puis évidemment, s'il y a du CO2, c'est respiratoire. Quelle situation va causer comme ça une tendance vers une acidose métabolique? Là, j'ai mal écrit, je m'excuse. J'ai marqué métabolisme. C'est une acidose métabolique, évidemment. Voilà. Maintenant, faites attention, c'est des situations de vie courante. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber en acidose automatiquement, vous avez des mécanismes compensatoires. Mais c'est des situations qui vont avoir tendance à diminuer votre pH sanguin, donc qui va vous pousser vers une acidose métabolique. Mais comme la plupart des gens, nous sommes en santé, nous n'avons pas de problème, donc dans ce cas-ci, on aura des mécanismes compensatoires qui fait qu'on va empêcher cette variation de pH, puis on ne s'en rendra pas compte. Le jour que les mécanismes compensatoires ne fonctionnent plus, mais là, c'est des situations qui pourraient amener des états d'acidose importants où on pourrait observer une hospitalisation, exemple. Les plus courants, il y en a plein d'autres, c'est les plus courants, okay, qu'il faut être familier. Donc, évidemment, en fait, la source alimentaire, tout ce que vous mangez, manger des aliments acides, on pense souvent aux agrumes, donc certains fruits qui contiennent de façon naturelle des acides. Si vous mangez beaucoup de viande rouge, donc il y a des éléments, des acides aminés qui viennent de protéines animales qui ont tendance à créer des acides également. Donc, source alimentaire, vous mangez, digérez, vous réabsorbez vers la circulation sanguine ces substances acides qui vont libérer des hydrogènes. J'ai aussi parlé d'acide lactique. Donc, l'acide lactique, généralement, si vous faites ça peut être causé par plein de problèmes. Il y a même des problèmes respiratoires qui peuvent poser ça et tout, mais je ne vais pas entrer là-dedans parce que ça va amener des confusions. Donc, on va y aller avec le classique. L'acide lactique, de façon naturelle, on produit ça quand vous faites un effort intense, exemple, parce qu'on a besoin d'un surplus d'énergie sous forme d'ATP. Et il y a plusieurs façons de faire de l'ATP, mais il y a certaines voies métaboliques qui vont permettre de créer de l'acide lactique qui, entre autres, pourrait être reconverti en ATP, en énergie. Ça fait un petit peu d'ATP, pas beaucoup, mais ça nous permet de nous dépanner. Mais par contre, c'est une substance qui libère des hydrogènes, donc c'est un acide également. L'acide phosphorique, j'en parle pas vraiment, on entend moins parler. Corps cétonique, acide cétonique, c'est la même chose, très important. Donc, j'ai déjà dit, faites de l'ATP à partir des acides gras, donc métabolisme associé aux lipides, certaines protéines, acides aminés. Possible de faire de l'ATP avec ces molécules, mais le prix à payer, c'est qu'on va produire une molécule associée au corps cétonique. Donc, c'est un groupe de molécules qu'on appelle comme ça, si on fait des acides. Donc, vous voyez que c'est vraiment l'alimentation ou des réactions chimiques à l'intérieur de la cellule qui produisent des hydrogènes. Des acides qui vont augmenter les hydrogènes, donc évidemment, qui risquent de diminuer le pH et de créer une acidose. L'autre situation qui est moins évidente, pour moi, ça c'est assez simple, mais c'est celle-ci. Ça, c'est bien important de la comprendre parce qu'évidemment, vous allez avoir des patients qui vont souffrir de diarrhée ou même des gens dans votre entourage. Donc, plus que la diarrhée est sévère, on pense, par exemple, à une gastroentérite extrêmement sévère, virulente, chez un jeune bébé, exemple, qui se déshydrate assez facilement. Il faut comprendre que la diarrhée, je suis pas mal sûr que tout le monde sait ça, mais juste pour être certain, c'est l'eau, hein, l'eau au niveau du côlon qui n'est plus réabsorbée vers la circulation sanguine et reste dans le côlon et va être évacuée avec les selles, ce qui fait des sels molles. Le problème, c'est que dans l'eau, on a des ions bicarbonate, HCO3-, qui sont solubilisés dans l'eau et on va en perdre une grande quantité. Plus la diarrhée est sévère, plus qu'on perd d'HCO3-. J'ai dit à plusieurs reprises, mais quand même, pour être sûr que tout le monde suit, si j'augmente les HCO3-, on vient retirer les hydrogènes du sang.
Donc, ça permet de diminuer les HCO3, les H+, pardon. Donc, si j'augmente les ions bicarbonate, diminue les hydrogènes, mais à l'inverse, la relation inverse, si je perds les HCO3-, j'en ai moins pour neutraliser les hydrogènes, ça veut dire que je vais en avoir plus qui va traîner dans le corps. C'est une façon indirecte d'augmenter les hydrogènes. En d'autres mots, ce que je suis en train de vous dire, c'est soit des acides qui proviennent du métabolisme de la cellule ou de ce que vous mangez qui va libérer des hydrogènes. Les acides, ça augmente les hydrogènes directement. C'est la définition d'un acide, une substance qui libère des hydrogènes. Mais l'autre façon indirecte, si vous voulez, c'est de perdre des HCO3-. Et si je les perds, on n'est plus capable d'aller neutraliser dans votre corps les hydrogènes. Donc, ça fait une accumulation d'hydrogène. C'est une autre façon de gagner. Et si vous avez toutes ces situations-là, bien évidemment, c'est des conditions qui favorisent grandement une acidose. Si vous en avez juste une, bien, un peu moins de chance. Mais peu importe, c'est les situations usuelles qui vont augmenter les hydrogènes. Et on verra éventuellement comment on fait pour s'adapter à tout ça. Les reins, bien, c'est simple. Les reins peuvent soit éliminer des hydrogènes, donc expression d'hydrogène, parce que ici, mon problème, c'est quoi? Le problème, j'ai trop d'hydrogène. La solution, je vais diminuer les hydrogènes pour revenir à un pH de 7,35, 7,45. Là, ici, si j'ai trop d'hydrogène, je serais peut-être à un pH de 7,1. Donc, pour remonter le pH, bien, j'élimine les hydrogènes que j'ai en surplus. J'en ai trop, j'excrète ou je sécrète des hydrogènes dans l'urine. Et les reins devraient favoriser la réabsorption d'HCO3-, parce que si je les conserve dans mon corps, bien, je vais diminuer les hydrogènes. Ça, c'est la façon des reins de s'adapter. Mais on verra éventuellement, comme j'ai dit tantôt, que c'est plutôt les poumons qui vont compenser. Quand vous avez un trouble métabolique, c'est les poumons qui compensent avec la fréquence respiratoire. Quand vous avez un problème respiratoire, là, c'est les reins. Donc, c'est correct de le dire ici dans le livre, mais c'est pas tout à fait exact. Pensez, surtout pour pouvoir résoudre les exercices de tantôt, pensez que c'est toujours le système inverse. En d'autres mots, ce que je veux qu'il soit extrêmement clair, si vous avez un problème d'acide ou de base au niveau métabolique, c'est-à-dire acide lactique, acide tonique, diarrhée ou peu importe, c'est les poumons qui vont compenser pour rétablir la situation. Si vous avez un problème au niveau respiratoire et qui implique le CO2, là, c'est la sécrétion ou la réabsorption des hydrogènes qui vont entrer en jeu. Donc, c'est toujours le système inverse qui va compenser. Maintenant, je passe plus rapidement ici, c'est la situation inverse, toujours au niveau métabolique. Ici, c'est des conditions qui pourraient provoquer une alcalose métabolique parce qu'il n'y a pas de CO2 dans l'histoire ici. Donc, c'est une situation moins fréquente que l'acidose, pour la simple raison qu'il y a moins de causes possibles. Il n'y a pas vraiment de causes métaboliques ici. Ce qu'on va voir le plus fréquemment, quelqu'un qui abuse de médicaments antiacides, qui a des brûlements d'estomac, des ulcères au niveau de l'estomac, ben, prend des médicaments antiacides, puis comme c'est en vente libre et tout ça, ben, puis à saveur de fruits, ben, souvent les gens en prennent un peu trop. Si tu en prends un peu trop, oui, c'est des antiacides, on neutralise les acides, on diminue les hydrogènes, mais si tu exagères et tu fais une surdose, ben là, on va diminuer beaucoup trop la quantité d'hydrogène, ce qui peut nous amener à un pH trop alcalin, donc une alcalose. Les gens, au niveau du régime végétarien, il faut faire attention, c'est pas tous les végétariens. Si vous mangez beaucoup d'agrumes, beaucoup de fruits acides, ben on n'en tient pas compte. Mais si vous mangez des aliments, beaucoup de légumes, très peu de viande et tout ça, c'est possible que votre régime alimentaire fasse en sorte qu'on a moins d'acide au niveau alimentaire et c'est des conditions qui peuvent favoriser une alcalose selon votre régime alimentaire. Mais encore là, on a des systèmes compensatoires qui devraient compenser le problème au niveau, exemple, de la fréquence respiratoire. Ceci étant dit, ce que vous allez voir, c'est peut-être le plus important pour moi, vomissement. Donc, personne qui vomit, et de façon sévère, il faut comprendre qu'il y a une perte d'ion hydrogène. Des fois, vous ne le voyez pas, mais c'est simplement l'estomac le problème. Donc, quand il y a vomissement, c'est le contenu de l'estomac, évidemment, qui va être évacué vers l'extérieur. Et dans l'estomac, il y a un puissant acide qui s'appelle le HCl pour l'acide chlorhydrique, qui favorise la digestion des protéines, entre autres choses. Et qu'est-ce qui va arriver? Bien là, si vous vomissez, vous perdez les acides, vous perdez les HCl, donc c'est une source directe d'hydrogène que vous perdez. Si je perds des hydrogènes, ça peut favoriser un état d'alcalose. Et encore une fois, on vous dit ici comment les reins vont compenser, c'est correct.
Donc, c'est correct, mais généralement, si on a un problème métabolique, le premier réflexe qu'on devrait avoir, contrairement à ce qui est dessiné ici, c'est que c'est le système respiratoire qui compense en ajustant la fréquence respiratoire. Ceci étant dit, c'est vrai que les reins auront tendance à éliminer les HCO3- pour les raisons que j'ai mentionnées à la dernière diapositive et favoriser la réabsorption aussi des hydrogènes pour remonter la quantité d'hydrogène. Maintenant, on a parlé des problèmes métaboliques, on va parler maintenant des problèmes respiratoires. Donc, ici, tout ce qu'il faut comprendre, c'est si j'augmente la fréquence respiratoire, donc, exemple, et là, ce n'est pas un mécanisme de compensation ici. FR en passant fréquence respiratoire. Donc, exemple, vous avez un trouble neurologique, peu importe, la fréquence respiratoire devient anormalement élevée, c'est une pathologie. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Si je respire plus rapidement par minute, donc j'ai plus de cycles de respiration, j'inspire plus, mais je vais expirer plus. Donc, si j'expire plus, j'élimine plus de CO2. Si j'élimine plus de CO2, là, votre premier réflexe, c'est de dire, ben, c'est bon, c'est un gaz toxique. C'est correct, mais ça nous en prend quand même une certaine quantité. Pourquoi? Parce que je vous disais tantôt que le CO2 réagissait avec l'eau pour créer des acides carboniques et augmenter la concentration d'hydrogène. Donc, il y a un lien direct entre le CO2 et les hydrogènes libres. Encore une fois, je fais le raccourci intellectuel. Ici, je ne fais pas l'équation complète avec l'acide carbonique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que respire trop vite, expire trop vite. J'expire trop, j'élimine beaucoup trop de CO2. Il m'en reste moins dans le corps, j'ai moins d'hydrogène. Donc, dans ce cas-ci, ça diminue la concentration d'hydrogène. Ça pourrait favoriser un pH trop alcalin parce que je manque d'hydrogène, ce qu'on va appeler l'alcalose, mais dans ce cas-ci, on va dire respiratoire. Ce n'est pas une alcalose métabolique, on dit que c'est respiratoire parce que c'est le CO2, un gaz respiratoire qui est impliqué. Et là, la question que je vous pose, si cette situation se produit et que la fréquence respiratoire est anormalement élevée, on tombe en état d'alcalose respiratoire. Comment on compense? Mais comme c'est une dérape au niveau du système respiratoire, c'est les reins qui vont compenser ici. Toujours le système inverse, en ajustant, bien sûr, réabsorption-sécrétion d'hydrogène de HCO3-. Et la dernière situation, c'est l'inverse. Dans ce cas-ci, la fréquence respiratoire, elle est anormalement faible. Un autre trouble ici, donc c'est pas une compensation, c'est encore une fois un exemple, un trouble neurologique, peu importe, mais fréquence respiratoire trop faible. Donc, dans ce cas-ci, si je respire moins vite, j'ai moins le temps d'éliminer le CO2. Donc, le CO2 va avoir tendance à s'accumuler dans l'organisme. Et si j'accumule du CO2, ça fait quoi? Ça va augmenter ma quantité d'hydrogène. Et dans ce cas-ci, ça favorise donc trop d'hydrogène, le pH sanguin devient acide, donc on parle d'une acidose, mais comme c'est un problème associé à la quantité de CO2, qui est un gaz respiratoire, on parle ici d'une acidose respiratoire. En d'autres termes, il y a deux problèmes, acidose, alcalose, acidose, pH sanguin trop acide, alcalose, pH sanguin trop alcalin. Mais il y a deux sous-classes. Ton acidose peut être d'ordre respiratoire si c'est un trouble associé au CO2, ou métabolique si c'est associé à d'autres types d'acides que l'acide carbonique produit par le CO2. Même chose pour l'alcalose. Ça peut être un alcalose respiratoire si c'était associé à la présence ou non de CO2, alors que si c'est des troubles d'alcalose qu'on a vu pour d'autres molécules que le CO2, on parlait de vomissement et tout ça, là on va parler d'alcalose métabolique.